France Maghreb 2. Au programme pour ce grand forum en ce lundi 25 mars avec cette question du jour. Macron affirme que la manifestante gravement blessée à Nice, après une charge policière, n'aurait pas dû se trouver dans la manifestation. Le président Macron inverse-t-il la culpabilité pour protéger la police? On en parle avec vous dans un instant au 01 40 33 9000 ainsi qu'avec Gamal Abina et Austin Raz qui seront avec nous. Invité de l'entretien du LGF pour ce lundi 25 mars, c'est une actrice principale du film Soumaya qui a eu quelques soucis avec le Grand Rex, on en reparlera tout à l'heure. Actrice avec un parcours extraordinaire, c'est donc Soraya Achoumi qui sera avec nous tout à l'heure. Et le grand forum du sport, comme chaque lundi, le supplément sport de 18h à 19h avec Hicham Terak et Razik Betish. Notre invité tout à l'heure, Rachid Alaf, président de la commission régionale Île-de-France de boxe Asso. On va parler boxe tout à l'heure, on sort les gants et rendez-vous tout à l'heure à 18h. C'est donc parti pour votre grand forum, version rallongée comme chaque lundi, jusque 19h. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusque 19h parce que le lundi, vous le savez, on fait grand format sport avec Hicham Terak et avec Razik Betish. Tout à l'heure, on parlera boxe, les gars. Oui, on reçoit donc un invité pour parler boxe amateur et il y a de quoi faire, de quoi dire. Pour l'heure, ils sont avec nous pour cette première partie. Monsieur Gamal Abina, salut Gamal. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Bah oui, impeccable. Pourquoi il marche pas ton micro? C'est ce que j'allais dire. Parle bien. Qu'est-ce qui se passe? Si, vas-y, aussi. Voilà, toi, tu marches, toi. Bonsoir. Ouais, oui. Et moi là, c'est bon? Ah voilà, bah voilà. Ok. C'est un nouveau micro, ok, impeccable. Bah voilà les gars, qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous. Bon, alors, bienvenue à tous en direct sur votre radio France Maghreb 2 jusque 19h. Donc, avec tout à l'heure, invité de l'entretien du LGF, on va partir au ciné les gars. Parler d'un film qui a fait couler pas mal d'encre puisque son avant-première a été interdite au Grand Rex. Le film s'appelle Soumaya et c'est un film qui traite des événements, des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan notamment et des répercussions que cela a eu sur la communauté musulmane. Donc c'est une vision un peu côté, j'allais dire musulman avec ses licenciements en pagaille, avec ses perquisitions, etc. Donc évidemment le fameux trouble à l'ordre public qui a été donné pour justifier l'interdiction au Grand Rex, mais cela dit, ce film essaye tant bien que mal d'être projeté. On verra avec cette actrice qui en est donc l'actrice principale, Soraya Achoumi, et on aura aussi le petit clin d'œil de notre chroniqueur qui est parti aux States pendant quelques mois et qui repart d'ailleurs d'ici quelques jours, essayer d'entamer une petite carrière là-bas à Los Angeles. Monsieur Isnem Seylik sera avec nous tout à l'heure, il nous fera un petit coucou. Pour l'heure, c'est l'acte 19 qui s'est plutôt bien passé, à l'exception d'une femme qui a été blessée à Nice, elle a 73 ans. Pour cette 19e journée de mobilisation des Gilets jaunes, un seul mot d'ordre, la fermeté. Une stratégie payante selon le ministre de l'Intérieur, malgré quelques tensions. Hier, c'était une démonstration claire, qu'avec des consignes claires sur toute la ligne de hiérarchie et avec des moyens adaptés, on arrive à concilier le droit de manifester et la sécurité dans notre pays. C'est une révolte mondiale des classes moyennes qui prend la forme d'un climat insurrectionnel dans notre pays, dont le pouvoir a la responsabilité quand même, il faut le dire. On va quand même pas applaudir dès demain pour se dire que enfin après 19 semaines, il y a eu une manifestation qui s'est plutôt bien passée, même si encore une fois, il faut penser à cette personne qui a été blessée à Nice. Aux alentours de 11h, place Garibaldi, les CRS décident de charger pour disperser la soixantaine de manifestants présents. Geneviève Leguet, 73 ans, vient d'être heurtée par un CRS. Elle se retrouve au sol, le visage en sang. J'estime que plus que les policiers sont responsables par rapport à ce qui s'est passé, mais c'est la chaîne de commandement et elle mène jusqu'à Monsieur Castaner. Voilà pour ce qui s'est passé donc c'était samedi à Nice, la famille de Geneviève Leguet, manifestante de 73 ans, blessée donc à Nice lors d'une charge des forces de l'ordre pour disperser le rassemblement des Gilets jaunes, va porter plainte. C'est leur avocat maître Ari Halimi qui déposera la plainte aujourd'hui. En attendant, le parquet de Nice, sachez-le, a décidé d'ouvrir une enquête. Un avocat que tu connais bien aussi, hein, oui, Ari Halimi, donc qui va défendre la famille. Elle est entre de bonnes mains. Oui.
Ça devrait bien se passer. Ouais, tant mieux. Bon, alors l'enquête devra déterminer les circonstances dans lesquelles Geneviève Légué, 73 ans, donc a été grièvement blessée. Même si son état de santé est stable, la septuagénaire est toujours maintenue sur sédatif à l'hôpital. Selon ses proches, elle souffre de plusieurs fractures au crâne et d'hématomes. La famille des 7 militantes altermondialistes a dénoncé dans un communiqué une violente charge des policiers au cours de laquelle donc Geneviève Légué est tombée, sa tête heurtant un poteau métallique. L'incident a eu lieu donc place Garibaldi. Il est lieu habituel de rassemblement des Gilets jaunes à Nice. Comme dans plusieurs quartiers des grandes villes, il était interdit de manifester, vous le savez, samedi sur cette place. L'association Attaque, dont Geneviève Légué est la porte-parole dans les Alpes-Maritimes, estime que cette interdiction est illégitime. Elle ne peut justifier d'utiliser la force contre des citoyens. Et puis sachez qu'aujourd'hui il y a un rassemblement justement prévu pour soutenir Geneviève Légué, qui a été blessée place Garibaldi. C'est sur ce même lieu qu'aura lieu ce rassemblement aujourd'hui. Sachez que pour cet acte 19, le deuxième point fort, j'allais dire, c'est ce policier que vous avez certainement vu en marge de la manif parisienne. Il est lui toujours dans le coma. C'est un policier visiblement qui a fait un arrêt cardiaque. Voilà, on a vu les images. Alors la question du jour que l'on vous pose à Emmanuel Macron, qui s'est exprimé sur le cas de cette septuagénaire qui a été blessée. Et il affirme que la manifestante gravement blessée, donc à Nice, après une charge policière, n'aurait pas dû se trouver dans la manifestation. Le président Macron inverse-t-il la culpabilité pour protéger la police? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2, et en nous appelant au 01 40 33 9000. Alors, est-ce qu'il y a inversion en matière de culpabilité, cher Rossine? Moi, je sais pas pour ça, mais en tout cas pour son message qu'il a porté, son soi-disant message de soutien à la dame, la personne âgée de Nice qui a été molestée par la police, on peut dire ça comme ça. Franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse. Il a aucun respect pour cette personne-là. J'ai bien aimé pour une fois, alors du coup, la réponse de Mélenchon à travers son tweet. Là, il parle de sagesse, Macron, par rapport à cette vieille dame, alors que Mélenchon lui rappelle que c'est plutôt l'inverse, qu'elle aurait bien beaucoup de choses à lui apprendre en termes de sagesse, et que cette militante est, comme tu as dit, une militante altermondialiste, et qu'elle en fait bien plus pour les autres et gratuitement, et que c'est une personne qui est dans la rue, qui est pas fragile comme il dit. C'est juste que la police a été trop forte. C'est pas normal comment ils ont chargé les personnes, surtout que c'était dans un esprit assez paisible à Nice. Et puis voilà, et on peut aussi mettre dans le même sac Christian Estrosi, qui félicite la police et qui a eu même pas un message de soutien envers cette dame, même hypocrite soit-il, même pas un petit message de soutien envers cette dame, ni sur ses pages publiques, ni en public dans les médias. Oui, c'est vrai. Gamal? Bon, de toute façon, le message de Macron est un message de plus qui est pas maîtrisé, avec c'est un peu contradictoire. D'un côté, on considère que c'est quelqu'un qui aurait mieux fait de pas être là, et de l'autre côté, on la soutient. Et puis, au-delà de ça, quand même, faut s'interroger. Une femme de 70 ans qui est chargée par des CRS, j'ai déjà subi une fois une charge de CRS, c'est pas de la rigolade, ils y ont pas été de main morte, et ils auraient pu la tuer littéralement, et ils sont vraiment très très mal tombés finalement. Porte-parole d'un mouvement altermondialiste, ça pouvait pas être pire comme cible. Alors Macron dit, on lui souhaite un prompt rétablissement, mais en même temps il dit, quand on est une personne fragile, on n'a pas à se rendre dans un lieu de manifestation qui plus est interdit. C'est intolérable. On est citoyen. Si on n'est pas d'accord avec une politique conduite par un gouvernement qui va un peu trop loin, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on a parfaitement, et c'est légitime, le droit de manifester. C'est dans la Constitution française. On a tendance à l'oublier. Oui. Mais bon, là, il s'agissait quand même de manifestations interdites. Interdites par un gouvernement qui s'autorise des choses. C'est ça le problème, c'est de savoir quelle est la frontière entre ce qui est permis et interdit. On a déjà fait le cours 2014 pour les Palestiniens. Ça s'est très mal passé dès qu'on les a interdits, et dès qu'on les a rétablis bizarrement, plus eu d'échauffourées. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le président a le droit, c'est une question de droit, on parle pas de question de volonté, mais de droit d'interdire une manifestation s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public qui est prévu à l'avance. Alors l'acte 19, disais-je tout à l'heure, c'est plutôt bien passé. Et d'ailleurs le gouvernement avait une grosse carte à jouer en matière de sécurité, en espérant évidemment que tout se passe bien, et ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que Castaner a sauvé sa peau, Gamal? Bon, c'est probablement ça, mais moi ce qui me choque le plus, c'est pas que ce soit bien passé, c'est qu'ils aient déployé l'armée. On est où aujourd'hui? Les forces de police savent pas travailler, il faut mettre l'armée, on va faire comme en Algérie en 88, c'est hallucinant quand même. Et effectivement, Castaner veut sauver sa peau, veut sauver son image. Oui. Alors, Austin, Castaner, il a sauvé sa peau d'après toi?
Pour moi, pas forcément. Là, ce matin, on parlait d'un remaniement qui va arriver très prochainement, dû aux élections européennes. Je pense s'il passe pas là, et on parle aussi d'un deuxième remaniement qui interviendra juste après pour tous ceux qui souhaiteraient se présenter aux grosses municipalités. Donc, je pense que Castaner, il va y passer. Mais de cette manière-là, c'est une manière de le sortir sans le virer, sans qu'il démissionne. Je pense pas qu'il restera au prochain gouvernement qui va arriver là d'ici peu. C'est un fusible, quoi. Oui, c'est un fusible. Enfin, le fusible, déjà, c'était le préfet de police de Paris la semaine dernière qui a été limogé. Et le nouveau préfet de police qui a pris ses moi je pense fonctions. vraiment que sur cette affaire ils ont été perdus, ça avait plus quoi faire. Si on parle concrètement et objectivement, ils ont été perdus. Oui, ils se sont dit on va arrêter d'user un peu de la force, mais ils sont mal pris. Ils veulent pas assumer que c'est eux-mêmes qui ont demandé à la police de ne pas user de la force, malgré qu'il y a des black blocs et que des fois ça peut être dangereux vraiment même pour les citoyens. En fait ils ont pas ce juste milieu là. C'est soit on attaque férocement et de manière répressive, soit on fait plus rien du tout. Alors 01 40 33 9000 pour nous donner votre impression, votre vie sur évidemment cette question que nous vous pose aujourd'hui, sur cet acte 19, sur cette dame de 73 ans qui continue de faire beaucoup de combats bien sûr, et qui a été blessée donc suite à une charge de CRS à Nice. C'est passé d'ailleurs très tôt en fin de matinée à Nice, donc cette femme avec ce visage en sang et qui a été transportée donc d'urgence à l'hôpital pour y être soignée. On en parle avec vous au 01 40 33 9000 pour répondre donc à cette question. Macron qui affirme, je vous le rappelle, que la manifestante gravement blessée à Nice après une charge policière n'aurait pas dû se trouver dans cette manifestation. Il l'a rappelé, il l'a dit, bien sûr, après lui avoir souhaité un propre rétablissement. Eh bien, le président Macron inverse-t-il la culpabilité pour protéger la police, encore une fois, et bien entendu Castaner aussi qui en aura mis une petite couche, bien entendu, pour protéger, pour défendre forcément la police. J'ai envie de dire bon, ça c'est de bonne guerre, mais il y a au bout d'un moment, je veux dire, il y a peut-être des choses quand même qu'on occulte, et notamment cette personne, Gamal, qui est morte à Marseille, Zineb Redouane, qui est morte, et on a tendance vraiment à l'oublier, cette dame. Ah bah, pour le coup, elle n'était pas en train de manifester. Elle a été malheureusement heurtée par un projectile de la police, et ça l'a tuée. Et tout le monde, dès le départ, a fait l'omerta autour de sa mort. Et c'est pas seulement une mort accidentelle, c'est aussi une mort liée aux forces de l'ordre, à la méthode de maintien de l'ordre qui est mise en place aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Ouais, faut l'inclure dans les. C'est même pas un dommage collatéral pour moi. Ça fait partie vraiment des décès dû à la répression de la police. Surtout qu'elle était au premier étage. Oui, au premier étage, elle fermait ses volets et puis elle s'est pris. D'ailleurs, on a retrouvé des morceaux de grenades chez elle. Donc c'est inquiétant. Voilà. C'est-à-dire qu'il tire très haut, il tire pas seulement la tête. Oui, c'est ça. Ça pose effectivement des problèmes. Il y a une vraie omerta, comme elle a dit Gamal. Oui. 01 40 33 9000 pour vous exprimer. Alors autre sujet évidemment qui nous a occupé ce week-end, messieurs. C'est l'Algérie. Ce nouveau rassemblement Place de la République à Paris, vous y étiez tous les deux, je crois. Hein, mais oui, mais j'ai appris tard que Gamal y était. Ah bah moi j'y suis tous les ans, tous les ans, le week-end. Ah, lapsus. Ah, ça sent la bouteille flic. Bon, alors il paraît qu'il y avait un peu moins de monde que les fois dernières. Un petit peu moins de monde au démarrage. Après ça s'est un petit peu densifié. Ah, moi j'ai pas l'impression, je suis en plein milieu d'après. Non, parce que il y a vraiment démarrage à 14h, c'est l'heure algérienne, ils sont arrivés à 15h. D'habitude, ils arrivent. Et puis après, une fois qu'ils sont arrivés, ça a commencé à se densifier. Mais ce qui était notoire, c'est qu'il y avait quand même le MAC qui était présent. Et là, ils ont pas été écartés. Bah comme en fait la seule fois qu'ils ont été écartés c'était la fois passée. Absolument. Sinon les autres fois, bon l'avant-dernière fois ils étaient pas trop présents, mais je me rappelle des deux premières fois où voilà c'était bon enfant, les gens s'en foutaient, ils voulaient pas vraiment s'énerver. Hier il y avait vraiment une ambiance. En fait il y a de plus en plus d'ambiance joyeuse je trouve. Ouais, là maintenant carrément avec des orchestres, les gens s'habillent. C'est plus un rassemblement. Il paraît que ça discute beaucoup aussi. Ça échange beaucoup. Exact, ça échange sur plein de sujets. Maintenant voilà désormais il y a des IGAphone, il y a des podiums, il y a des personnes. J'espère que ça va pas tourner à la récupération politique, etc. Donc ça reste citoyen. On voit de beaux témoignages à travers les vidéos, que ce soit sur Brut ou toutes les vidéos personnelles que chacun fait. Il y a des personnes qui ont envie de témoigner, qui ont envie de partager leur opinion sur ce qui se passe en Algérie, sur leur vision de leur pays, etc. Et c'est bien. Moi je trouve ça, en plus je trouve les propos des gens assez cohérents. Absolument, c'est très intelligent. On pourrait faire même une liste qui rassemble, dans quelques jours, on pourrait même faire une liste qui rassemble toutes les revendications des Algériens, même s'ils se trouvent aux quatre coins du monde, etc. Il y en a certaines qui se rejoignent. Nouvelle constitution, quand ils disent FLN au musée, bien sûr, c'est une manière péjorative de le dire, mais on comprend, c'est aussi pour donner du respect, on doit être fier de raconter l'histoire du FLN. Là, c'est pas le cas, puisque justement, ils sont liés à la politique et
Et donc voilà, c'est pas facile de parler à ses descendants encore du FLN quand on voit la situation d'Algérie. C'est dommage d'ailleurs, parce que le FLN aurait dû s'arrêter après la guerre et passer à autre chose. Exactement. Ouais. En tout cas, on voit que ça ne démobilise pas finalement ces Algériens de Paris qui étaient là encore en masse hier place de la République, mais aussi nombreux du côté de Marseille. Et alors, ne parlons évidemment pas de l'Algérie, où là, évidemment, c'est impressionnant, les cortèges, les manifestations qui se déroulent maintenant depuis combien, 5 vendredis? Oui, c'est ça. Depuis le 22. Oui, le 22 février. Voilà. Depuis le 22 février, donc on est début avril bientôt là. Et le pouvoir n'entend pas lâcher. Le pouvoir n'entend pas lâcher, Gamal. On pensait que ça allait céder un temps, et puis finalement que nenni. Et on est toujours dans un pays qui n'a pas de gouvernement parce qu'aucun ministre ne veut y aller. Alors oui, déjà une chose qui est certaine, c'est qu'il a quand même lâché la première revendication, un peu comme en France avec les gilets jaunes sur la question de l'essence. Nous, plus de 5e mandat. Mais il a arnaqué un prolongement du 4e. Voilà, la rue c'est j'y suis, j'y reste. Il nous fait un truc à la Mitterrand, ce qui est quand même assez... Enfin, ils nous font, parce que c'est un système, c'est unique. En revanche, qu'on note, c'est qu'effectivement, il y a une vraie fuite de tous les responsables politiques aujourd'hui qui veulent plus prendre les commandes. Ils sont en panique, et j'ai appris tout à l'heure, par une militante algérienne, qu'actuellement, ils sont en train de vendre des maisons, des villas en Algérie, moitié prix. Donc on sait qui c'est le système. C'est le moment d'acheter alors. Voilà, c'est le moment d'acheter, surtout c'est le moment de voir que les rats quittent le navire. Donc c'est très intéressant de constater qu'effectivement il y a une vraie panique à bord et que les tractations en sous-main sont en train de se faire. Il y a une peur totale des privilégiés, de ceux qui sont le plus proches du pouvoir, même comme ceux qui sont éloignés. On peut parler de certains diplomates en France ou de certaines familles qui ont grandi avec nous dans les quartiers, mais dont les parents sont diplomates ou qui travaillent dans un bon poste lié au gouvernement et qui font régner une peur. Quand ils te voient dans les manifs, ils te disent clairement mais qu'est-ce que tu fais là-bas, c'est ridicule, vous allez voir, les militaires ils vont tirer. En fait, ils essayent de faire régner une peur pour protéger leurs privilèges, à mon avis. Donc là, oui, bien sûr, il y a une peur chez eux qui est tout l'inverse de la motivation des Algériens qui sont dans la rue. Méziane est avec nous. Salut Méziane. Oui, salut à tous. Salut Méziane. Salut Méziane. Merci. Qu'est-ce que je veux dire, Christophe, pourquoi tu n'as pas essayé de joindre ou le Conseil constitutionnel ou le président de l'Assemblée ou du Sénat ou l'ambassadeur d'Algérie en France? Pourquoi tu veux qu'on joigne c'est de l'information. C'est par rapport à ce qu'ils comptent faire, à ce qu'ils comptent partir, qu'est-ce qu'ils attendent, est-ce qu'ils sont en train de déménager. Alors pas sûr qu'ils nous répondent. Enlever les preuves de leurs méfaits, quoi. Non, on n'a pas pris. Bon, je sais, j'ai dit ça. On n'a pas pris contact avec eux parce que pas sûr qu'ils nous répondent pour le coup là. Oui, non, mais quand même, moi, la question que je me pose. Est-ce que le Sénat, l'Assemblée, le Conseil constitutionnel, est-ce qu'ils ont pris, comment on appelle ça, est-ce qu'ils ont fait des annonces ou pas? Pour l'instant, il n'y a rien, aucune annonce. Non, il n'y a pas d'annonce, Méziane. Oui, mais à l'Assemblée, il y a toujours quand même la continuité de l'État, il y a quand même des assemblées, non? C'est une caisse de résonance, l'Assemblée, elle fait mais rien. pour l'instant, il y a quasiment pas d'Assemblée, puisqu'il n'y a plus de gouvernement, déjà. Il y a quasiment pas d'activité, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a pas le mais nouveau... à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils ne prennent aucune position pour dire on va s'en aller? Est-ce qu'ils sont en train de préparer quelque chose? Parce qu'avec le mouvement, peut-être en valise. Ils devraient quand même au moins prendre position. S'ils prennent pas position, parole, je veux dire prendre parole pour dire au peuple, écoutez, ne vous énervez pas, on a compris, on va se barrer. S'ils le font pas, c'est parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose et ils n'ont pas l'intention de partir apparemment. Oui, Gamal, je sais pas. Je suis pas certain qu'ils aient pas l'intention de partir parce que maintenant ils sont trop détestés. Je pense qu'ils cherchent à gagner du temps pour espérer une phase de transition dans laquelle ils placeraient des personnages qui seraient beaucoup moins grillés qu'eux. Mais je pense pas qu'ils aient pas l'intention de partir, c'est fini. Yahya, il monte sa tête, il se fait insulter. Ouda Farhoun, la ministre des PTT, pourtant elle est pas méchante, elle se fait insulter. Ils ont été jusqu'à insulter une opposante historique quand même. On parle de Louisa Hanoun. Elle a été éjectée manu militaire de la manifestation. C'est vraiment une rupture totale entre les élites et le peuple. Donc je ne crois pas qu'ils aient... Et les services d'état-major? L'état-major, c'est Guetzala, on parle bien du général. Lui, il a dit qu'il était avec le peuple. Il se mouille pas pour l'instant. Il dit l'armée est avec le peuple. Donc il prend pas de... Mais est-ce que l'armée pourra prendre position au-delà du 28, c'est-à-dire à la fin du 4e mandat? Ça, c'est une question intéressante. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tractations avec l'étranger. On a vu Lavrov avec le Premier ministre, si je me trompe pas. Non, avec le vice-premier ministre. Vice-premier ministre, la maman. Le sketch, quoi. Bref, ils sont en train de parler à droite, à gauche. Il y a des tractations. Mais tous les partis d'opposition, entre guillemets, parce que c'est une opposition de pacotille. Absolument. Mais malgré tout, ils existent, puisqu'ils étaient dans l'opposition.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'opposition en Algérie. Il y a l'opposition officielle qui a siégé à l'Assemblée, qui ne s'oppose à rien en vérité. Et puis il y a l'opposition marginalisée. Il y a plein de groupes qu'on connaît, hein, qui existent aussi, mais qui n'ont pas voix à la parole parce qu'ils ne sont pas médiatisés, parce qu'ils ne vont pas à la télévision, parce que de façon. Mais est-ce que vous croyez que tous les représentants des partis soi-disant d'opposition, est-ce que vous croyez qu'ils vont revenir dans le jeu pour essayer de récupérer justement le mouvement? Est-ce qu'on ne devrait pas les écarter d'emblée en leur disant de toute façon ceux-là ils sont exclus? Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a deux types d'opposition. Il y a celle qui est autorisée et qui a composé avec le gouvernement, comme le RCD, comme le FFS. Tout ça, en même temps. Il va disparaître parce que les gens ont le sentiment qu'ils ont été achetés, ce qui est pas faux. Et il y a l'opposition informelle qu'on ne connaît pas, qui est plutôt basée à l'étranger en vérité et qui aimerait prendre pied. Mais c'est pareil, les Algériens sont très méfiants vis-à-vis de ces vieilles figures de l'opposition. Voilà, Méziane, merci à toi en tout cas. Écoutez, merci, mais juste pour finir. Oui. Tous les gens qui viennent se rallier au peuple au dernier moment, les officiels, des points de vue des syndicats et tout ça, est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait tout de suite leur dire vous êtes exclus du mouvement? Mais ils leur disent dans les manifs, il y a des messages qui leur sont destinés, c'est écrit sur des pancartes, ils en rigolent sur les réseaux sociaux. Absolument. Le message il passe à chaque fois. Même mais Méziane à son âge, il a plus de réseaux sociaux. Tu sais, voilà. Salut Méziane. Salut Méziane. Salut, merci. Ciao. 01 40 33 9000 pour évidemment prendre la parole. On a viré donc sur l'Algérie parce que on suit cette situation quand même qui. Alors, est-ce que vous n'êtes pas de mon avis? Est-ce que plus le temps passe, plus ça devient inquiétant? Non? Pour ce qui concerne le peuple, je trouve extraordinaire. Oui, aucun dérapage. Ça personne non, mais peut c'est dire intéressant le parce que le problème, c'est que ce qui est important, c'est qu'ils sont constants et qu'en face, ils savent pas comment les prendre. La répression est quasiment impossible. Mais la révolution est un sport pour les Algériens. Ils le font avec plaisir tous les jours. Ça, il faut le savoir. Ils se lèvent de bon matin, toute génération, des handicapés en chaise roulante, des personnes âgées de tous les côtés. C'est du jamais vu, en tout cas pour nous et ma génération à moi. Comme j'ai dit à une émission précédente, bien sûr, c'est un peuple de manifestants, de révolutionnaires, de révoltés en tout cas, les Algériens. On se révolte peu, on manifeste peu depuis l'après Bouteflika, depuis l'après terrorisme, c'est vrai. Mais en réalité, chaque fois, c'était des générations, des groupes de personnes. Donc 88, c'était plutôt les étudiants, ou les années 80-90, les communautés berbères, différentes berbères. Ensuite, on a eu les femmes pendant la période noire de l'Algérie, pendant le terrorisme, qui manifestaient dans les rues. Et là, ce groupement de toutes les communautés différentes qui composent l'Algérie, toutes les cultures, tous les âges, les genres, etc., que ce soit à Paris ou là-bas, et ben c'est beau parce qu'on n'a pas vu ça depuis la révolution algérienne, moi, je pense. Abdel est avec nous. Salut Abdel. Oui, bonjour Christophe et bonjour à vos invités. Salut Abdel. Juste pour répondre un peu à Méziane qui cherchait à savoir un peu, aujourd'hui est paru sur le journal officiel comme quoi le Premier ministre qui a été nommé, Bedoui, il est sorti sur le journal officiel aujourd'hui et qu'il a appelé le gouvernement à gérer les affaires courantes. Ça veut dire, alors les mots ont un sens. Absolument. Ça veut dire qu'ils savent très bien à mon avis, qu'ils vont partir au 28 avril. Hein. Je pense que le président Bouteflika ne restera pas après le 28 avril. Et qu'ils sont en train de préparer quelque chose, ou essayer de placer des hommes. Ça, c'est une certitude. J'ai entendu parler d'une demande de certaines parties du peuple d'un retour de Zerwal. Oui, c'est le peuple qui fait un appel pour une transition. Le temps d'organiser des élections. C'est ça. Ils attendent sa réponse. Pour l'instant, il n'a pas répondu. Mais là, ça sera un bon choix. Ça sera un bon choix. Ils savent qu'ils doivent partir. Tout le monde va partir au 28 avril. Mais je pense que le président Bouteflika, ils attendent qu'une chose, c'est qu'il inaugure sa mosquée et après il va s'en aller tranquille. C'est ce qu'il demande. Oui. Vous voyez. Et l'aéroport aussi, hein, vous avez oublié l'aéroport. Et son aéroport, mais c'est surtout sa mosquée qui veut inaugurer, au moins l'inaugurer après quitter le pouvoir. Le pharaon, quoi. Elle devait être inaugurée au mois de février, elle a pris du retard, hein, cette mosquée. Ça fait 5 ans qu'elle a pris février 2013, hein. C'est ça. Merci Abdel, merci à toi en tout cas. Ça serait un bon choix, Zerwal, pour organiser la transition. Selon moi, oui. Pourquoi ? Parce qu'il est considéré comme étant incorruptible. Il est vraiment, il vit dans une certaine humilité, officiellement, et surtout parce qu'il a su quitter le pouvoir. Il est parti en 99 de son propre chef. Et quand on lui a demandé de revenir à de nombreuses reprises, il a systématiquement refusé. En 2014, la dernière fois, on lui a demandé de revenir. Absolument. Non, mais ça, c'est parce que les Algériens, c'est dur à gérer. Mais... Ah non, c'est ça.
Non, moi je pense qu'il doit faire partie bien sûr d'un groupe de transition, mais on doit pas. Je sais pas si on doit laisser une personne seule aux commandes. Ah non, il y en aura plusieurs. Un vrai groupe qui serait bien sûr composé de personnalités comme lui, bien sûr, ouais. qui ont prouvé par leur action, par leur passé, ce qu'ils ont fait quoi. Dans un instant, et avant d'accueillir notre invité, on va faire un petit tour par les territoires occupés, parce qu'il s'est passé des choses ce matin. Vous avez peut-être suivi un missile qui est parti de Gaza et qui a atteint Tel Aviv, qui a donc fait des blessés. Et du coup, des milliers de réservistes ont été appelés par l'armée israélienne. Bibi Netanyahou est rentré d'urgence des États-Unis pour évaluer la situation. Donc, représailles évidemment, comme vous pouvez vous en douter, qui vont être conséquentes et importantes du côté de Gaza. Affaire à suivre. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, et ça discute déjà avec notre invité qui sera avec nous dans un instant, une actrice, l'actrice principale même du film Soumaya, Soraya Hachoumi, qui sera avec nous sur France Maghreb 2 pour l'entretien. Elle va passer son entretien, son casting qu'elle a déjà passé et réussi avec brio, heureusement pour elle. On va parler de ce film Soumaya, bien sûr, un film à voir. Alors personnellement, j'ai encore pas eu la chance de le voir, mais rien que la bande-annonce, elle donne envie. Pour l'heure, on sommes avec les auditeurs, évidemment, 01 40 33 9000, et Ahmed est avec nous. Salut Ahmed. Oui, salut, Christophe, salam alaikum. Je voulais intervenir donc à propos de l'Algérie. Oui. J'ai eu le privilège de pouvoir vous parler à peu près, je crois, lors du début de la deuxième semaine des manifestations algériennes. Et j'avais fait une recommandation donc, à la ministère algérienne, puisque je suis moi-même algérien, donc français et algérien, c'est une nationalité. Oui. Et donc, je leur avais demandé d'être vigilants, justement, par rapport aux manifestations, qu'il fallait qu'ils demeurent tels qu'ils étaient dès le départ, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et jusqu'à maintenant. Donc avec beaucoup de sérénité, beaucoup de vigilance. Et franchement, encore une fois, un exemple un petit peu pour tout le monde. C'est vraiment un renouveau, mais quelque chose de complètement nouveau dans les manifestations. Exact. Dans les formes de manifester, de se manifester. Et je pense que ça va être une référence, je l'espère au moins, de ce point de vue, au moins dans le monde. Et j'espère qu'on va continuer avec une référence, mais dans ce qui va suivre. C'est-à-dire que vous avez posé la question, est-ce que ça devient inquiétant, le fait que le mouvement perdure? Je pense que le mouvement perdure, mais si on regarde sur la durée, c'est pas quelque chose qui perdure énormément. Et quand bien même il perdurerait un petit peu, on comprend qu'on aura besoin de beaucoup de temps pour faire cette transition. Alors beaucoup de temps, évidemment, tout est relatif quand on dit beaucoup de temps. Mais je crois comprendre, moi, au vu de ce que je suis à propos de l'Algérie, puisque j'ai plusieurs contacts en Algérie, un petit peu dans toutes les régions d'Algérie, c'est qu'il y a des forces qui sont en train de s'organiser, il y a des gens qui sont en train de s'organiser pour pouvoir procéder à cette transition. Et encore une fois, elle se fera pas si facilement que ça ou si rapidement que ça. Et d'ailleurs, on a pu voir que dans tous les pays où ça s'est fait rapidement, et chez beaucoup de nos voisins, très souvent, quelques mois après, voire une année après, ça a avorté. Donc on a eu des gouvernements qui sont venus rapidement pour diriger le pays, et ça n'a pas duré puisqu'on a vu que c'était quelque chose vraiment de très très fragile. Au point de vue économique, ça n'avait pas tenu le coup, et je prends un petit peu l'exemple de la Tunisie et d'autres encore, par exemple de l'Égypte. Alors justement, ça tombe bien que t'en parles, Ahmed, parce que beaucoup évidemment sont dans les analyses aujourd'hui et comparent la situation algérienne avec ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Il y a déjà deux choses qui diffèrent. L'Algérie du pétrole et du gaz est riche, la Tunisie est pauvre. C'est un pays qui était sous dépendance étrangère par rapport au tourisme. C'est quand même une manne énorme qui a chuté. Ensuite, c'est surtout un pays où on a fait croire que c'était un pays très riche parce que la banque côtière était riche, mais l'intérieur des terres était pauvre. Donc il y a un rapport qui est pas comparable avec l'Algérie. L'Algérie est très riche, il n'y a aucun problème là-dessus. Pas de dette, très riche. Ensuite encore l'Égypte, pareil, c'est pas la même situation non plus. Donc on en est. L'Égypte, on a vu ce que ça donnait. Je vous rappelle quand même, c'est Moubarak qui s'en va. On organise une espèce de transition, élection. Morsi est élu. Un an après, coup d'État, et on a le plus grand dictateur de l'Égypte à la tête aujourd'hui. Et un autre truc aussi sur l'affaire algérienne, on ressent beaucoup un côté algéro-algérien, alors que sur l'affaire libyenne, tunisienne et égyptienne, si on revient, il y a beaucoup d'ingérences étrangères, il y a beaucoup de coalitions, etc., qui rentrent en jeu, d'enjeux pour les pays étrangers. Là, il n'y a même pas d'ingérence des autres, donc ça va pour l'instant. Puis ce week-end, j'ai eu une conférence et j'ai dit une chose par rapport aux gens qui étaient là. J'ai expliqué que l'Algérie a toujours été un laboratoire en Afrique. C'est pas n'importe quoi. Je veux dire, la première ouverture démocratique au niveau de la presse, c'est en Algérie en 88. Les premières élections démocratiques en Algérie, c'est en 89 avec les municipales. Donc vraiment, l'Algérie montre le là et les autres suivent. Et je pense que là, encore une fois, c'est un nouveau modèle qui va peut-être émerger. Merci Gamal et merci
en tout cas Ahmed pour votre avis. À très bientôt sur France Maghreb 2. Bien entendu. Allez messieurs, on va quitter l'Algérie. Je vous rappelle quand même la question du jour que l'on vous pose. Vous êtes 87% à nous répondre oui sur Facebook France Maghreb 2, idem un peu sur Twitter le grand forum FM2. Emmanuel Macron à propos donc de cette dame de 73 ans qui a été blessée à Nice lors de l'acte 19. Elle n'aurait pas dû se trouver là dans la manifestation. C'est le président qui déclare ça. Et il inverse-t-il, le président Macron, la culpabilité pour protéger la police? C'est la question que l'on vous pose évidemment et à laquelle vous répondez tout au long de cette émission sur France Maghreb 2. Allez, c'est parti pour le rendez-vous hebdomadaire, c'est l'entretien du LGF. Avec messieurs, Gamal Abina et Hossein Ras. Aujourd'hui, nous recevons une actrice, Madame Soraya. Bonjour Soraya. Bonjour. Comment ça va? Bonjour à tous. Ça va très bien, merci. Soraya Achoumi, bien sûr. Soraya Achoumi. Actrice principale du film Soumaya. Voilà, on va en parler évidemment dans quelques instants parce que ce film, il a créé un peu la controverse depuis qu'il est sorti, enfin depuis qu'il est l'avant-première devait être diffusé au Grand Rex. On va y revenir dans un instant, mais on va un peu faire connaissance avec vous, Soraya, concernant votre métier d'actrice. Comment ça a commencé? Quel est un peu votre parcours? Parce que je dois dire qu'il n'y a pas grand chose sur vous sur internet d'ailleurs. C'est bizarre ça. Vous vous protégez très bien. Bah écoutez, c'était le but, donc si c'est le cas, tant mieux. Je baigne dans le milieu artistique depuis plusieurs années maintenant, puisque j'ai commencé le théâtre quand j'étais toute petite. Ouais. Et puis j'ai continué avec la danse moderne en l'occurrence. Puis force est obligée de devoir se diversifier, donc avec un peu de danse hip-hop aussi. Et puis j'ai eu l'occasion de voyager, de travailler à l'étranger, entre autres en Grèce et en Belgique et à Londres, donc en Grande-Bretagne. Et il y a quelques années, je sentais que j'avais envie de raconter des histoires, parce que je pense que le cinéma existe et n'est là que pour raconter des histoires. D'accord. Et avant Soumaya, il y a eu plein d'autres films avant? Il y a eu quelques courts-métrages, surtout des courts-métrages d'école qui ont été faits avec des élèves, des étudiants. Un autre qui est passé il y a quelques semaines sur France 2, donc j'en profite pour faire un peu de pub, oui, bien sûr. à Powerless, donc réalisé par David Sario, qui a été diffusé il y a maintenant 2 semaines, donc dans Histoire courte, qui est un court-métrage même pas d'anticipation, mais qui est très audacieux et très compliqué à faire, puisqu'en France la fiction et puis les effets spéciaux, le cinéma de genre a du mal à émerger en France. C'est très compliqué de le faire. Donc voilà, c'était un joli projet auquel j'ai eu la chance de participer et qui aujourd'hui, je crois, est accessible sur Internet ou pas encore. Je sais qu'il court encore les festivals, mais voilà. Donc Powerless, si les gens ont l'occasion d'aller. Série télé aussi? Oui, j'ai eu l'occasion de tourner dans la série Clem. Voilà, avec Victoria Abril, donc pour TF1, en l'occurrence pour 2 épisodes de la saison 3. Ça vous a plu, ça? C'était très drôle, oui. Et puis j'ai donné la réplique à Victoria Abril, qui est une chouette comédienne, très agréable. Ouais, de belles rencontres, donc je suppose au cours de cette carrière. Oui, quand même. Oui. Non, je me plains pas de ce côté-là. Le cinéma, c'est quel genre de milieu? C'est vraiment le milieu qu'on ressent de loin, de l'extérieur, ce milieu très fermé, très bling bling, très. Bling bling, non, je dirais pas forcément ça, mais oui, force est de constater qu'il y a quand même un entre-soi et c'est un petit peu la loterie. Où il se passe un peu des choses cheloues, à l'image de l'affaire. De l'affaire Weinstein. Voilà, c'est ça. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit plus que dans d'autres milieux. Ouais. Honnêtement. Après, oui, effectivement, on va pas se mentir. L'égalité des sexes dans le cinéma. C'est pas vraiment rendez-vous. Mais non. Et puis, je pense à Monsieur Audiard qui en parlait il y a encore plusieurs mois lors d'une conférence justement où il me semble que c'était au Festival de Cannes l'année dernière et qui regrettait justement le manque de femmes dans les postes de réalisatrices ou de. Oui, non, il y en a trop peu encore. Et puis parce que les points de vue ne sont pas, les histoires ne sont pas racontées de la même façon. Il y a beaucoup de subjectivité quand on écrit un film. Et un homme qui écrit l'histoire d'une femme ne l'écrira pas forcément de la même façon qu'une femme elle-même. Il y a un machisme bien aussi, parce que quand même les réalisatrices, on les compte sur les doigts de la main. Tout à fait. Soraya Achoumi, est-ce que finalement, au vu de ce que vous avez fait, de votre parcours, est-ce que vous vous êtes trouvé, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire plus qu'autre chose dans le cinéma? Dans le cinéma, oui.
Je m'étais dirigée à un moment donné vers le métier de scénariste parce que j'ai toujours aimé écrire. J'aime beaucoup les mots, j'aime les lettres. Mais non, c'est un métier extrêmement difficile qui est peu reconnu en France, malheureusement. Il n'y a pas vraiment de statut dédié aux auteurs, alors que sans les auteurs et sans les scénaristes, il n'y a pas de film. Donc moi je le déplore fortement, alors que c'est un statut qui est totalement respecté et réellement rémunéré, en l'occurrence dans les pays anglo-saxons. En France, non, le statut de scénariste est... Je pense que je suis bien là où je suis. Alors je veux vous présenter quelqu'un avec qui vous avez tourné pour ce film Soumaya. Islem Saïli est avec nous. Salut mon Islem. Ouais, ça va ou quoi la famille? Salut. Ça va. Do you want to speak English? Oh bah ouais. Non, parce que monsieur est parti essayer de faire carrière aux States, donc c'est pas rien. Comment ça s'est passé mon Islem là-bas d'ailleurs à Los Angeles? Ah, le ghetto, la misère sociale, la jungle. Super, ça donne envie. Hein, les gilets jaunes, non? Pas encore? Non, si, ils connaissent, ils appellent ça les yellow jackets. Ouais, Soria, je savais pas que tu faisais du breakdance. Qu'est-ce qui t'arrive là? Ah, ça date mon frère, tout ça. C'est vieux, on déclare pas les dossiers. Bon, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux là? Soria, raconte-nous. T'as des dossiers sur Islam, c'est le moment, hein, vas-y. Non, pas vraiment, à part le fait que je lui reprochais tout le temps de ne pas m'aider à se concentrer, étant donné qu'on avait un rythme de travail extrêmement difficile avec ce film, pas de budget, donc forcément une quantité de journées, des journées de travail absolument monstres. Non, moi je suis pour avoir vu le film, excusez-moi là pour le coup, je suis fière de pouvoir le dire, c'est le personnage qu'incarne Islem a été un personnage vraiment beaucoup aimé et apprécié des quelques spectateurs qui ont pu le voir, parce que c'est la soupape du film, mais vraiment c'est la touche humour et séduction du film, je dirais. Ça lui correspond bien en plus. Séduction. Ouais. Attends, c'est loin, c'est le beau gosse du film, Islam. De la soupape à la séduction. Alors justement, le film Soumaya, on en parle. Voici la bande-annonce, messieurs dames. Écoutez. Retour en France, et cette nouvelle affaire, une salariée de la société FESCO qui assure le service de sécurité des pistes d'atterrissage de l'aéroport de Roissy a été mise à pied en vue d'un licenciement. L'entreprise s'est séparée d'une employée qui était en lien avec les milieux djihadistes. Aurélie, ça fait 14 ans que je travaille dans cette boîte et je n'ai jamais reçu un seul avertissement. T'as changé. Rien ne montrait sur son lieu de travail qu'elle s'était radicalisée, puisque selon toutes nos informations, elle retirait son voile islamique pour le remettre par la suite. Nous sommes à un moment où nous n'avons plus le droit de prendre le moindre risque. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. La France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. Nous le serons. Il y a des gens qui en veulent à notre mode de vie, à nos institutions. Mais moi j'ai confiance en vous. Vous n'êtes pas comme les autres. Je peux vous dire que ça va aller très loin. L'injustice, elle est flagrante. Tu vas t'attirer des ennuis, ma fille. T'as une autre solution? Il y a des milliers de perquisitions et de licenciements qui ressemblent à mon cas. Et s'il faut qu'il y ait enregistrement pour qu'il y ait audience, eh ben je déplore toute personne qui, loin des caméras, sont victimes au quotidien des abus des forces de l'ordre. Soumaya! À chaque fois qu'on gagne une bataille juridique, une autre se déclenche qui prend encore plus d'ampleur et on ne termine jamais. Mais je continuerai de former celles et ceux qui veulent continuer le combat. Et toi, t'en fais partie, Soumaya. Alors ce qui est extraordinaire et ce qui est en même temps un exercice un peu difficile et compliqué lorsqu'on fait une bande-annonce, c'est d'essayer vraiment de capter le futur téléspectateur, enfin futur spectateur, parce que non, c'est pas de la télé. Et là pour le coup la bande-annonce, je sais pas ce qu'en pense Ossine et Gamal, est plutôt bien réussie. On n'a pas les images, on a juste la version audio là. Ça parle beaucoup. J'ai vu la bande-annonce et franchement pour un film français, c'est très attrayant. T'as envie d'aller le voir. Hein.
pour moi, ça c'est un coup réussi sur la bande-annonce. Je pense pas être déçu par le film, j'ai hâte de le voir. On en parlera après pour connaître les projections qui vont être mises en place. Mais non, la projection, oui, elle donne envie. Allez jeter un coup d'œil d'ailleurs. Oui, allez jeter sur tous les réseaux, là, vous pouvez trouver la bande-annonce. Islam, tu t'es retrouvé comment, toi, au cinéma, là? Parce que je t'avais laissé, t'étais chroniqueur LGF. Le cinéma, ça a toujours mon rêve, tu le sais bien. Oui. Non, ça s'est retrouvé comment? En fait, moi, je connaissais déjà les réalisateurs, à savoir Ubaïda et Waïd. Oui. Voilà, j'avais déjà travaillé avec eux sur quelques projets. Et après, ils m'ont parlé de ce projet. Ça s'est fait, très brièvement, mais j'ai tout de suite accepté, quoi. Voilà. Et ça s'est trouvé un peu. Je me suis retrouvé là un peu par hasard, on va dire. Est-ce que vous avez réfléchi longtemps, Soraya, pour accepter ce rôle, qui est le rôle principal? Longtemps, non, mais sincèrement, oui. Oui. Parce que j'avais conscience. Sur les conséquences derrière? Oui. Ouais. Oui, complètement, oui. Et ça vous a pas donné tort, d'ailleurs? Non. Mais je crois que ce soit moi ou le reste de l'équipe d'ailleurs, on se focalise absolument pas là-dessus parce qu'on voit les retours, les quelques retours qu'on a pu avoir ont été extrêmement positifs. On a eu des messages de soutien d'un peu partout. J'ai été très étonnée moi des retours. Au contraire, je m'attendais à beaucoup plus de violence. Finalement, il y en a eu très peu, mis à part l'annulation donc du Rex. Pour le reste, ce film. Je le dis assez souvent, la France n'a pas le monopole du cinéma dans le monde. On est 7 milliards, il faut se le rappeler. Il y a beaucoup d'autres pays qui aiment le cinéma. Exactement. Alors, on va essayer de résumer un peu, si vous voulez bien, ce film. C'est donc, ça revient évidemment sur ces drames qui sont survenus pendant les attentats en 2015 en France. On entend d'ailleurs dans la bande-annonce le ton grave du président de la République, François Hollande, première prise de parole après le massacre qui a eu lieu à Paris, au Bataclan, au Stade de France, sur les terrasses à Paris. Mais là, c'est une autre vision qui a été apportée et souhaitée dans ce film. C'est toute cette répercussion qu'il y a eu sur les musulmans, n'ayons pas peur de le dire, ces perquisitions abusives, ces licenciements. D'ailleurs, Soumaïa, on est victime de ces licenciements abusifs. Et c'est sur ça que vous avez voulu, que les réalisateurs ont voulu centrer ce film. Je pense que c'est toujours important de raconter les deux facettes de l'histoire. Oui, parce qu'il y a souvent qu'une dans ce domaine en tout cas. Et d'ailleurs, c'est les dangers de l'histoire unique. J'avais entendu une conférence et je trouve que le propos est relativement bon pour illustrer ce genre de situation. Ouais. Moi, j'avais été frappée par cette plateforme de signalisation concernant la radicalisation parce qu'elle était portée sur des éléments physiques, des comportements alimentaires, donc sur des vêtements. Finalement, je me suis rendu compte qu'on était dans un pays qui aujourd'hui vit en communion avec des gens de confession musulmane, je crois, depuis 1904. Je prends comme tête de référence l'arrivée des premiers Algériens en France. Qu'est-ce que connaissent les Français des musulmans ? Pas grand-chose finalement, une barbe, ne pas manger de porc. Enfin, c'est tellement réducteur, je trouve, d'assigner une communauté, si tant est qu'il y ait une communauté musulmane en France. Moi, je n'y crois absolument pas. Je pense que c'est beaucoup plus hétérogène. Il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de bloc, ça n'existe pas. N'ayons pas peur de le dire non plus. Nous, on a eu des téléspectateurs qui nous ont dit merci d'avoir, à travers ce film, pu représenter toutes les personnes en fait qui peuvent chacun pratique sa foi à sa façon avec ses convictions, son éducation, on n'est pas une identité représentée à travers 2-3 éléments, un vêtement, j'avais été un peu choquée par cette plateforme qui avait été mise en place parce que j'avais trouvé ça très on est dans le système de la délation arbitraire. Donc je n'aime pas trop mon voisin. Il a une tronche qui me revient pas vraiment, une barbe ou juste une tête qui me ferait éventuellement peur. C'était très anxiogène quand même comme climat. Donc je pense qu'il ne fallait pas. Moi j'ai accepté ce projet parce que c'était ça la condition sine qua non, c'était de ne pas rentrer dans quelque chose de manichéen. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Il n'y a qu'un climat qui est mis en place par les institutions. Islam, ton rôle, toi, tu peux nous le présenter brièvement? Mon rôle, ouais, bien sûr. En fait, mon rôle, en gros, moi, je suis le petit frère de Soumaïa, j'allais dire Soraya, de Soumaïa, et en gros, voilà, moi, je suis un peu celui qui va l'aider et la soutenir, et même après, à travers une sorte d'intrigue, on va dire émotionnelle, si je peux me permettre.
Voilà, en fait c'est ça mon rôle. En fait je suis moi-même en fait. Je suis avec des vidéos. Est-ce que c'était un bon petit frère pour Soumaya? Oui. Ouais. Ouais, vraiment. Il a été important, il lui a apporté du réconfort. Complètement, c'est un des piliers d'ailleurs. Ce que raconte ce film, c'est les conséquences directes. Ouais. Sur la vie d'une personne normale, lambda, c'est une histoire vraie, citoyenne française. Ah oui, c'est une histoire vraie. Hein. Tout le dossier juridique est réel. Les réalisateurs Oubaïda Abou Saïd et Wahid Khan ont été mis en contact avec le CCIF, donc ont pu avoir accès à ce dossier juridique. D'accord. Donc cette femme existe vraiment. J'ai eu la chance de la rencontrer enfin. Elle a vu le film? Oui, elle a vu le film. Quel a été son ressenti? Elle a été très très heureuse, très émue, et puis je pense que maintenant cette histoire est loin derrière elle aujourd'hui, mais ça a été, ça a été un long combat. Moi, j'ai été très ému de la rencontrer. Il y en a pour qui les conséquences sont encore là. Hein. Il y a des gens qui sont assignés à résidence toujours encore, 4 ans après. Et en tout cas, ce film aussi, Gamal, mérite d'exister. Ce qu'on peut regretter malheureusement, c'est alors j'allais dire, Soraya nous parlait tout à l'heure d'un risque d'attaque, etc. Là, j'allais dire, c'est même pire, c'est-à-dire que on n'en parle pas, on le médiatise pas. On vous a invité, vous, à la télé pour parler de ce film, Soraya? Absolument pas. Voilà, on vous a invité dans toutes les émissions dites de talk show là pour présenter tous les acteurs du moment? Non. Non. Parce que ce film dérange. Pourquoi il dérange, Soraya? Il dérange parce qu'il raconte juste une autre vision, parce que je vois même pas pourquoi il dérangerait. Je pense que le cinéma est le dernier outil qu'il nous reste pour pouvoir raconter justement les histoires du monde entier. Je pense à des films comme Capharnaüm où ce gamin attaque ses parents, au tribunal en Égypte. Enfin, il y a tellement d'histoires comme ça dont les gens n'auraient pas connaissance. Moi, j'ai été très touchée par des retours comme des enseignants qui nous ont dit mais votre film est d'utilité publique, on devrait le voir parce qu'on a besoin de comprendre, on ne sait pas tout ça. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient absolument pas conscience des dégâts ou des dérives de cet état d'urgence qui a été prorogé d'ailleurs à plusieurs reprises et qui a été contesté par la plupart des associations humanitaires comme Human Rights Watch, Amnesty International ou même le syndicat de la magistrature. C'est pas uniquement les musulmans ou la communauté musulmane qui s'est insurgée, qui s'est même pas insurgé d'ailleurs, puisque finalement nous n'avons pas les moyens. Absolument pas, non. Alors toi qui es parti quelques mois aux États-Unis, Istem, est-ce qu'un film comme ça aurait pu marcher là-bas aux États-Unis? On a une autre culture. Carrément, mais même on n'a même pas besoin d'aller aux États-Unis pour savoir que ça aurait marché. Moi, je trouve que le cinéma américain, il est vachement autocritique. On peut voir énormément de films qui critiquent leur gouvernement, leur propre gouvernement. Et j'ai entendu Soraya dire que ce film, justement, il donnait une autre vision. Je voudrais juste corriger ça, c'est même pas ça donne une autre vision, ça donne la vie réelle. La vraie vision, oui, absolument, c'est vrai. Non, mais une autre vision par rapport à la vision première, officielle, exactement. Oui, c'est ça. Oui. Par rapport à ce qu'on voit aussi d'habitude, parce que nous on aime bien, je vais pas rentrer dans le cliché, mais on aime bien voir les rebeux. C'est vrai que dans le cinéma, ils font un peu les guignols, on fait des blagues, on fait rire, tu vois. Ou sinon on aime bien voir les rebeux dans le rap, du rap bien sale, dégueulasse, bien vulgaire. Par contre, à partir du moment où on raconte le combat d'une femme, qui plus est voilée, parce qu'on aime bien avoir un peu cette attitude paternaliste envers les voilées, c'est-à-dire elles sont soumises, mais on va pas leur poser des questions à elles, on va discuter entre non-musulmans et non-voilés. C'est sûr que ça les dérange. Ça les dérange parce que ça leur donne une image de la France qu'ils n'aiment pas. Et après, on va supposer que nous on n'aime pas la France parce qu'on a donné cette image. Alors c'est faux, on aime la France. Et c'est pour ça qu'on a été obligé d'être honnête, on va dire, sur ce film, en faisant ce film. T'as signé tout de suite, si j'ai bien compris, Islam, t'as signé tout de suite en voyant le scénario. Ça t'a parlé. Forcément, ce sont des sujets qu'on a abordés ensemble, en plus. Ouais, c'est des sujets, exactement. Voilà, tu sais, tu connais mon travail un petit peu, voilà. Moi, je tourne ça en humour, parce que c'est un peu mon art, c'est mon métier, mais bien sûr que ça m'a signé. Je peux même pas dire que ça m'a touché, parce que moi, je suis pas quelqu'un de voilé, en fait. Je suis pas une femme, je sais pas ce qu'elles ressentent, ces femmes-là. Mais on peut pas m'empêcher d'être un être humain et d'avoir de l'empathie. Pas en tant que musulman, mais juste en tant qu'être humain. Quand je vois énormément de femmes, d'ailleurs à l'avant-première, parce que je suis venu qu'à une seule projection, moi, à l'avant-première, j'ai vu énormément de femmes musulmanes, de femmes voilées, qui se disaient, nous on se reconnaît dans ce film, on se reconnaît dans cette histoire, et rien que pour ça, j'étais fier d'avoir participé à ce projet. Et là, tu retournes, à titre personnel, tu retournes encore aux États-Unis, t'as adopté, ça y est, l'ambiance des éditorialistes qui refont le monde à leur manière, et cette ambiance un petit peu particulière de France, ça te manque pas, hein? Non. Éric Zemmour, par exemple, tu veux pas l'emmener avec toi, on va aller dans les valises? Le film? Non, Éric Zemmour. Éric Zemmour? Non, franchement, non, vas-y, on va le laisser en France, celui-là. Ouais, d'accord. Il a ses connexions en France. Non, franchement, c'est ça que le problème. Et ce qui est malheureux, ce qui est en train de devenir malheureux, c'est que j'ai l'impression qu'en France,
il y a un contrat sur la tête de l'islam, tu vois. Genre, je sais pas, ils ont un délire, ils se sont dit, vas-y, on se met tous sur l'islam. Et c'est en train de passer à la vitesse grand V, parce que dès qu'on fait un truc, là, par exemple, moi j'étais aux États-Unis au moment où il y avait l'histoire du voile Kalenji. Ouais, Décathlon. C'est quand même, franchement, c'est super marrant parce que d'un côté on dit ouais, les femmes voilées elles sont soumises, elles sont nanana. Par contre, au moment où elles vont travailler à H&M, au moment où elles vont aller à la fac, on va leur dire non, quoi. Donc vous voulez qu'elles soient libres, mais en même temps vous leur empêchez certains moyens d'expression de leur liberté. Et en plus, tu vois, maintenant on leur interdit de courir. Alors qu'interdire de courir à la base c'est quand même à la piscine, tu vois, tout ça, des choses comme ça. Mais là ils ont dit non, là voilà, voile Kalenji. Et je te jure, au moment de cette polémique, j'étais aux États-Unis et j'en ai parlé à des Américains, mais ils rigolaient. Alors qu'on est quand même dans le pays de Donald Trump. Hein. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Mon Islam, tu repasseras nous voir avant de partir? Bien sûr. Bon. Bah écoute, merci mon Islam et à très vite et j'espère qu'on aura tous l'occasion de te voir dans ce film. J'ai hâte de voir tes performances en tant qu'acteur, hein, parce que j'avoue que ça, voilà, j'ai envie de voir. En tout cas, merci beaucoup Islam et à très vite. Salut Islam, bon courage. Et tu nous laisses ta grande sœur donc, hein. Comment? Tu nous laisses ta grande sœur sur le plateau. Exactement, voilà. Soumaya. Ciao mon Islam. Salut Islam. Ciao. T'as dû te marrer quand même avec lui, hein. Ouais. Il est drôle Islam. Il est drôle. Non, c'était l'atout relaxation. Heureusement qu'il était là par moment, ouais. Dans un instant, on continue de parler évidemment de ce film. Est-ce qu'il y a des dates de projection ou il n'y a rien encore de défini? Alors, ce film va faire sa petite vie en festival parce que c'est le seul moyen. Bon, t'as des dates à nous donner? Non, malheureusement non, pas pour le moment, on ne peut pas. Et on fait entorse à la politique cette semaine, quoique, finalement. Avec Soraya Choumi, qui est l'actrice principale du film Soumaya, un film que je rappelle devait être diffusé au Grand Rex le 14 mars dernier pour son avant-première et qui a été annulé puisque le Grand Rex alors a annulé donc cette projection, invoquant toujours la même chose. Hein, Soraya, c'est trouble à l'ordre public, c'est ça? Oui. Oui, voilà. C'est courant. Parce que ce film a le tort de montrer une autre vision, une autre facette de cette période tragique qui nous a tous évidemment touchés, cette période de 2015, ces attentats de novembre, avec une autre vision donc qui est donnée au travers de ce film, au travers de l'histoire vraie de Soumaya, qui fait face évidemment à beaucoup d'injustices, de racisme, n'ayons pas peur du mot, d'islamophobie aussi. Elle a été licenciée, Soumaya. Elle a été licenciée et elle se retrouve dans une situation délicate. Comment elle vit ça en fait, Soumaya, toutes ces injustices? Parce que je suppose que Soumaya est la première à être choquée de ce qui s'est passé en France le 13 novembre. Elle l'est. Et puis elle devient une victime de ces dommages collatéraux en fait qu'elle ne comprend pas vraiment puisqu'elle a ce parcours dans cette boîte qui visiblement est irréprochable, 14 ans d'ancienneté, elle commence en bas de l'échelon pour devenir ensuite cadre et formatrice, donc visiblement respectée de tous ses collègues et effectivement du jour au lendemain avec l'accusation d'une faute lourde. Avec un prétexte évidemment fallacieux puisque aucune faute n'existe. Cette femme n'a jamais commis aucune faute. Est-ce qu'elle arrive, sans donner l'intrigue évidemment du film, est-ce qu'elle arrive à s'en sortir finalement de toutes ces injustices? Est-ce qu'elle en fait une force? Oui, parce que en fait, ce qu'ont voulu raconter les réalisateurs Wahid et Ubaïda, c'est les conséquences directes sur l'environnement familial. Elle est profondément tiraillée parce qu'elle voit les conséquences de la violence qui s'exerce sur sa maman, par exemple, qui elle ne veut pas qu'elle entame des procédures judiciaires. Je pense qu'on a tous eu ici des parents qui nous ont dit non, ne fais pas de vagues s'il te plaît, par peur justement, peur de représailles, les craintes, l'ignorance des droits. Et l'ignorance de la loi aussi tout simplement et puis des conséquences aussi de la relation qu'elle peut entretenir avec sa fille qui à l'époque a 7 ans, qui est une enfant et qui ne comprend pas pourquoi des policiers débarquent à 4h30 du matin dans sa maison. Avec la brutalité qu'on connaît évidemment lorsqu'on est perquisitionné à la maison, et comme il y en a eu beaucoup, je crois que c'est 3600 perquisitions en quelques mois. Alors pour apporter juste un peu de nuance, parce que je pense que c'est toujours très important, là pour le coup il n'y a pas eu de violence, ils n'ont pas cassé la porte ou ce genre de choses, mais ça reste quand même très impressionnant de voir juste une équipe lourdement armée débarquer chez soi, voilà. C'est des choses finalement qu'on a connues aussi. Ouais, parce que on peut même remonter à bien avant les derniers attentats. Il faut se rappeler qu'au lendemain de Tours,
Moi, j'habite pas loin de Roissy, qui est un des 2 aéroports de ADP. Pas pour longtemps, mais bon, pour l'instant, c'est ADP. Oui. Et donc, en fait, c'est une grosse plateforme qui emploie, qui a un gros point économique pour plusieurs villes et beaucoup de foyers du secteur. Et au lendemain des 2 tours, de la chute des 2 tours en 2001, il y a beaucoup de personnes, dont mon frère et dont plein d'autres personnes, qui travaillaient à Roissy pendant des années, qui du jour au lendemain, c'était devenu des criminels parce qu'ils font la prière. Faut pas oublier que, voilà, la barbe, même des fois son barbe, hein, faut pas. Mon frère, il était manager dans un bar à Roissy. D'ailleurs, il faisait sa prière, puisqu'il l'accepte à Roissy, puisqu'il y a une mosquée, il y a une salle de prière pour toutes les cultures, pour toutes les confessions. Et donc c'est pas nouveau en fait. Non, c'est pas nouveau parce que ça s'est reproduit. Il y a eu à la suite des attentats de 2015 plus de 150 bagagistes qui ont été licenciés immédiatement d'ailleurs pour la petite histoire de l'aéroport. Et c'est très amusant parce que pour la petite histoire, ces gens qui ont été licenciés ont été remplacés par d'autres qui étaient beaucoup moins sérieux, on dira. Et il y a eu beaucoup de vols et ils ont rappelé à la rescousse parce que précisément ils étaient pratiquants croyants musulmans et ne volaient pas. Donc c'est très amusant finalement. Ouais, le côté sécurité, ça retournait de l'autre côté quoi en fait. Oui, absolument. Et il y a un autre point que moi je voulais aussi développé suite à l'intervention de Islam pour faire le lien avec les États-Unis. Moi, depuis tout petit, j'ai rêvé. Moi, j'aimais bien le cinéma afro-américain, le cinéma latino, le cinéma judéo-américain aussi, qui est assez drôle. En fait, aux États-Unis, ils ont cette liberté aussi d'avoir une culture communautaire qui est développée. Des fois, assumer. Des fois, dépasse les frontières de leur communauté. Des fois, même pas. Des fois, il y a vraiment des films afro-américains qui sont regardés par les Afro-Américains. Après, c'est vrai que le nombre de la population de chaque communauté là-bas permet un développement économique de cette culture cinématographique ou télévisée, comme on l'a vu avec Oprah Winfrey, qui a eu une facilité énorme de faire l'unanimité dans tout le pays. Ça a commencé bien sûr par les Renois qui parlaient à la communauté noire, qui l'a très boosté et qui l'a très soutenu. Et ça a été très facile pour le reste des autres communautés de l'adopter en tant qu'américaine. Mais par contre, et pas en tant que seulement afro-américaine. Mais il y a une chose qu'il faut pas perdre de vue, parce que bon, sans rentrer dans le manichéisme, effectivement, aux États-Unis, ils ont quand même censuré un film à l'époque, parce qu'on parle de censure aujourd'hui, c'est pas autre chose. Non, pas sur le Christ. C'est un film de Mario Van Peebles, donc qui avait réalisé le film Panthers, et ça a été censuré parce qu'ils avaient peur, on se retrouve dans le même cas de figure, de troubles à l'ordre public, parce que ça a retracé l'histoire de tous les Black Panthers qui ont été assassinés par la CIA. Donc encore une fois, les raisons d'État ont primé sur la qualité du film qui était bon en plus. Bien sûr, mais là je pense pas que c'est une raison d'État en France. C'est là où je reviens. Je pense que ça va encore plus peu. Comme on parlait tout à l'heure, c'est un problème aussi systémique. Le système français, je parle pas de la population française. Hein. Moi, je me trouve très fraternel avec les autres. Je crois pas en la télé. Je crois pas que tous les blancs sont islamophobes ou etc. Ou que tous les arabes sont antisémites dans les quartiers. C'est pas, pour moi, c'est pas vrai du tout. J'en ai la preuve tous les jours. On est d'accord. Donc non, c'est surtout que moi, je pense qu'il y a un système en place, comme tu as dit tout à l'heure. Enfin, comme on a dit tout à l'heure, je crois que c'était Islam. Voilà, faut que dès que l'islam sort quelque chose de bien ou de mauvais, faut qu'on l'attaque, faut qu'on l'assaigne. Ça ne passe pas. Alors on a des hommes politiciens, il y a des hommes politiques qui sont spécialistes dans le domaine. Ils sont très longs, la liste elle est très longue, ça part de Estrosi à plein d'autres. Après dans le monde professionnel aussi, dans les philosophes, dans les pseudo-philosophes, dans les présentateurs télé, chez les chroniqueurs. On va pas parler de pros ou d'autres présentateurs qui peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent à l'antenne. Heureusement qu'il y a encore des Clément Askolovitch, c'est ça? Askolovitch, etc. pour reprendre un minimum et remettre Victor, excusez-moi. Victor. Claude, c'est mieux. Non, mais il y a Claude Askolovitch et il y a Victor. C'est Victor, Victor, bien sûr. Parce que autant pour moi que chroniqueur de CNews. Ah, ok, d'accord. Exactement. Donc voilà, pour remonter un peu le débat, quoi, en fait, et pour replacer les gens dans le contexte, parce que sinon, ils pourraient parler librement, vraiment, ils le font déjà, librement, faire peur aux gens, et c'est là où c'est dangereux. Moi, j'en veux pas à la pauvre personne qui regarde la télé, qui a peur du film Soumaya. J'en veux justement déjà que ça soit diffusé à la télé. J'en veux au plateau télé qui invite un Zemmour 4 jours après l'attentat de Christchurch. C'est qu'est-ce qu'on apprend, mais quelle leçon on a. On devrait même pas s'asseoir en face de lui pour débattre avec lui. Moi, j'ai pas aimé cette. Il y a des comiques qui le font. Voilà, il y a des comiques qui le font. Qui continuent à faire de la comédie. Voilà, qui continuent à faire de. Soria, dans tout ce que vient de dire là, est-ce qu'on peut imaginer Soumaya à la télé? Je verrais bien, par exemple, sur Arte, par exemple. C'est marrant parce que c'est effectivement la chaîne à laquelle je pensais, ou je vais même aller plus loin sur LCP. Ah oui, absolument. C'est une chaîne que moi je regarde énormément parce que je pense que tout citoyen français devrait regarder cette chaîne pour être au courant et comprendre. Pour faire la sieste. Non, pour comprendre le fonctionnement des lois et voilà, parce qu'il y a beaucoup de documentaires aussi, je trouve pas forcément toujours partisans.
c'est important de garder de la distance et de ne pas être dans le jugement. Aujourd'hui, on est dans la réflexion très rapide, immédiate. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ouais, et puis c'est émotionnel, uniquement et purement émotionnel. Je voudrais juste revenir sur l'histoire de la polémique du Grand Rex. Ce n'était pas le trouble à l'ordre public qui a été invoqué, c'était la polémique sur les réseaux sociaux. Et ce qui est drôle, c'est qu'il n'y avait absolument aucune polémique à ce moment-là. Donc, quand on voit qu'effectivement les quelques messages postés par F de Souche ou Résistance républicaine qui se comptent sur les doigts d'une main, très honnêtement, ça n'a absolument fait aucune polémique, ni sur Twitter, ni sur aucun réseau social. J'ai rien vu, moi. Moi, je suis même dubitative et je me pose la question de me dire si ça vient pas finalement de plus haut encore. C'est inquiétant quand même, parce que ça veut dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est ça qui est inquiétant, les réseaux sociaux vont influencer une institution comme le Rex. Les réseaux sociaux d'extrême droite. Oui, j'entends bien. Qui sont extrêmement puissants, faut pas les sous-estimer. Ils bossent. Puissants mais ridicules. Faut vraiment regarder leurs posts et ce qu'ils écrivent. Des fois, il n'y a rien d'écrit. C'est juste qu'ils partagent parfois et ça fait l'unanimité. Ils reprennent des captures d'écran pour l'affaire Ménel, par exemple. C'est un bel exemple. Ça illustre bien ce que peuvent faire, en tout cas, ces gens-là. Bibliotest aussi l'a subi avec tout leur. Nous, on a décidé de pas communiquer là-dessus. Ça, c'est bien parce que ça a été étouffé. Mais voilà, pareil, Bibliothèse ont récupéré des articles de France 24, le reportage de France 4 pour partager. À part quelques commentaires haineux, eux, ils avaient rien à dire ils arrivaient même le mal, ils arrivaient pas à le trouver dans l'article, en vérité. Ce que je regrette, moi, Christophe, honnêtement, c'est qu'il y a une décision qui a été prise sans avoir vu le film. Ouais. Ah, c'est encore pire, alors. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage parce que, comme le dit Wahid pour une interview qui a été donnée pour AG+, voyons le film ensemble et débattons ensemble après. Bah oui. Mais ça s'appelle un préjugement, c'est un préjugement. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu, mais on juge. Complètement. Sur une simple bande-annonce, bien sûr, c'est grave. Il y a une décision qui est prise et c'est là où la censure artistique, parce que ce n'est qu'un film, encore une fois, c'est pas un objet de propagande. Il n'y a pas de prosélytisme, ce n'est qu'un film. Est-ce que là, finalement, ces bien-pensants, ces bien-penseurs ont peur de se prendre une certaine réalité en pleine face? Je sais pas si c'est ça, puisque finalement, je vous assure, le film n'attaque personne, ne fait que raconter. Oui, il relate en fait le parcours d'une jeune fille qui s'appelle Soumaya et qui a été victime. Et puis de personnages autour aussi. Alors oui, par contre, on sort des stéréotypes. On a une femme qui est avocate. Ça peut-être que, c'est gênant, évidemment, oui, une femme d'origine maghrébine, de confession musulmane, qui porte le foulard, qui ne le porte pas dans le tribunal, donc qui respecte totalement le principe de la laïcité, mais qui le porte dans la sphère publique. On a différents personnages comme ça qui entourent ce personnage principal, qui sont fondamentales et qui permettent à ce personnage justement de poursuivre son chemin, qui représente mais tellement de visages au sein de la communauté française. Enfin, je n'ai pas envie de parler de communauté musulmane, juste de la communauté française. Il n'y a pas de manichéisme, encore une fois. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Il y a des individus qui prennent des décisions qui ont peur. C'est un peu le cas du patron de Soumaya, qui, sous la demande du préfet, puisque c'est quand même le préfet qui demande l'ouverture d'une enquête, qui décide de licencier Qu'est-ce son qu'il peut employé. faire? Rien. On est bien d'accord. Voilà. Malheureusement. Mais moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Parce que finalement, ce film-là, je l'ai pas encore vu, donc je vais pas en parler en détail. Le sentiment que j'ai, parce que c'est une avocate, elle fait quoi, Soumaya? Enfin, c'est une simple salariée cadre dans une société, mais qui travaille sur un site sensible, puisque elle gère la sécurité. Elle travaille à l'aéroport. D'accord. À l'aéroport. Aéroportuaire. Donc, ce qui se passe, c'est que le sentiment, je crois, qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui en France, on a besoin de voir quoi? Des Arabes racailles, des Arabes khorot qui ont un accent du bled, complètement, des Arabes voyous, délinquants, comiques, mais dès l'instant où on sort ce cliché éculé, à savoir, ils veulent surtout pas qu'il y ait voir l'émergence extraordinaire, parce que c'est un saut qualitatif, des parents qui savent pas lire et écrire, des enfants qui sont avocats, c'est incroyable. Ils veulent pas le voir parce que ça dérange, parce que c'est l'image qui ne correspond pas au cliché qu'on a l'habitude de véhiculer dans les médias, les informations générales. Il y a un peu de ça, et puis il y a cette contestation de l'islamophobie. Et moi, je ne comprends pas encore aujourd'hui qu'on empêche les gens d'utiliser ce terme. Moi, je suis absolument pas du tout, je ne verrouille absolument pas la critique de l'islam. On peut en parler, on peut discuter. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas critiquer l'islam comme toute autre religion. Mais de là à ne pas, il a fallu Christchurch pour se rendre compte qu'il y avait un problème, bien sûr. Enfin qu'il y avait un problème et qu'il y a un amalgame qui est complètement installé. Et quand j'entends qu'en Nouvelle-Zélande cet événement fait écho à l'idéologie fasciste d'extrême droite en France, moi ça me fait là je commence à me dire la une de la presse néo-zélandaise ce matin, c'est Salam avec le nom de toutes les victimes. Moi j'ai trouvé ça j'ai été extrêmement touché par cette première ministre qui fait son discours voilé, ces femmes non voilées qui sont allées dans des mosquées prier et se recueillir alors qu'elles ne sont pas voilées. Ils ont triplé le trafic dans la mosquée, c'est extraordinaire. Ah mais c'est vrai que c'était très beau à voir. Quelle belle leçon. Et je me dis, après autant de siècles, comme l'a dit Islam, moi je suis entièrement d'accord avec lui, on est français quoi, stop. On l'est.
Voilà. Soraya, je suppose qu'il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui nous écoutent là cet après-midi à l'heure où nous parlons et qui se disent mais oui d'accord, vous parlez de ce film, j'ai trop envie d'aller le voir. Comment on fait? Comment on fait? Ce film, il a besoin d'être vu, et pour ça. Oui, mais comment? Alors le circuit classique qui se déroule dans le cinéma quand on n'a pas de distributeur comme ça avec un film indépendant, c'est les festivals. Et c'est grâce aux festivals qu'on aura la possibilité ensuite de pouvoir le projeter, parce que là, si on le projette sur quelques salles. Ce sera pas, on n'aura pas de copie. Il nous faut absolument un distributeur, qui nous permette ensuite de pouvoir le projeter dans un maximum de salles en France et au-delà des frontières surtout. Comment a-t-il été accueilli lors de sa première projection? Soraya, vous y étiez. Quel a été le ressenti du public? Est-ce qu'il y avait un public divers? Comment ça s'est passé? Alors déjà, je félicite les réalisateurs d'avoir réussi à trouver une salle en l'espace de 48 heures. C'était à Épinay, c'est ça? Ouais, exactement, au méga CGR d'Épinay. Plus de 450 personnes se sont présentées. Donc je les remercie encore parce que ça a été du coup une soirée absolument fantastique pour nous tous. La salle aussi. Visiblement. Oui, absolument. On a eu un public très divers, beaucoup de femmes, énormément de femmes, parce que je rappelle, excusez-moi, mais que c'est un film, moi j'ai presque envie de dire féministe, bien sûr. Mais inclusif. Oui, dans le bon sens du terme. Femmes, et non pas le féminisme bourgeois occidental. Absolument pas, et puis non pas, qui n'exclut personne. Pas d'inter, quoi. Non. On a eu beaucoup de messages très émouvants où on a vu des femmes nous dire. C'était très bizarre et très déstabilisant d'avoir le sentiment de me voir pour la première fois à l'image. Voilà, on a eu ce type de messages, des personnes, des hommes aussi qui ont fait l'objet de perquisitions abusives et qui se sont retrouvés tout d'un coup touchés. On a juste raconté en fait l'histoire de plein de gens. Pas uniquement de Soumaya, mais de beaucoup de personnes. Est-ce que Soumaya peut aller marcher sur le tapis rouge de Cannes? Choco, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Ça pourrait être bien, non? Ce serait, moi je le souhaite à tout le monde, je le souhaite à l'équipe, je le souhaite au réalisateur, parce que je vous assure que de faire un film. Au départ, c'était un projet de série, Soumaya. C'était une série qui a été élaborée il y a maintenant presque 4 ans cet hiver, ça va faire 4 ans. Et puis finalement, par manque de financement, les réalisateurs ont décidé d'en faire un long métrage. C'est une prouesse assez fantastique d'avoir réussi à faire un film avec aucun moyen. Combien de mois de tournage? On l'a tourné en quasiment un peu plus de 3 semaines. Ah, c'est rapide. Ah oui, c'est super rapide, ouais. Donc on a eu des journées de presque 16 heures. 15 heures de travail, une équipe réduite. C'est long le cinéma, Soraya. C'est très long. Ouais. C'est très long. Faut avoir de la patience. Très. Et puis il faut avoir de l'énergie parce que c'est une machine, c'est une industrie en fait, c'est devenu une industrie aujourd'hui. Voilà, aussi bien le cinéma américain que le cinéma français. Je me demandais si CNC a financé, on va pas rigoler là-dessus. Soraya Achoumi, qu'est-ce qui se passe pour toi pour la suite au-delà de ce film? Alors moi en parallèle, durant ce film, j'ai repris mes études pour faire une capacité en droit, avec l'objectif de devenir un jour avocate. Ah oui. Maître Achoumi. Maître Achoumi, peut-être, on verra. C'est très difficile, c'est colossal comme quantité. J'ai une quantité de travail complètement absurde, mais faut s'accrocher. Et pourquoi dans le cinéma, t'as pas envie de prolonger, de persister? Alors c'est drôle, mais pour moi, lorsque j'ai accepté ce rôle, je bouclais une carrière, en fait, une petite carrière, une toute petite carrière. Vous êtes en train de nous dire que vous bouclez une carrière sur un film qui ne veut pas être, qui a beaucoup de mal à être diffusé, Soraya. C'est pas grave. C'est un peu à votre image finalement. Vous êtes quelqu'un de très discrète. C'était, si je devais militer quelque part, je l'ai fait en utilisant l'outil que j'aime le plus et qui me passionne, c'est raconter une histoire à des gens, les faire rire, les faire pleurer, et puis susciter de l'empathie, et puis voilà, raconter en plus une histoire vraie. Quel bonheur pour une comédienne, une actrice. J'ai vraiment accompli le rêve de 100 000 acteurs français aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Soraya Achoumi, là, le truc que vous aimeriez qui vous arrive, à part évidemment devenir avocat, ce qu'on vous souhaite évidemment, mais peut-être encore une dernière aventure dans le cinéma, dans le théâtre, je sais pas moi. Le théâtre. Le théâtre. Ça peut être bien ça.
ça peut être bien. Mais quelque part, avocate, finalement, c'est être une actrice. Mais tout à fait. Il est bon, le gamin, il est bon. C'est tout à fait ça, en effet. Soraya Choumi, merci en tout cas d'être venu nous rendre visite. Et j'espère en tout cas qu'on va pouvoir le voir, ce film, les gars. J'espère aussi. Bon, on a hâte de le voir parce que rien que la bande-annonce donne envie. Allez la voir, en tout cas, cette bande-annonce. Ah oui, alors je précise, il y a soumaya.fr pour le site internet et puis la page Facebook aussi. Ah bah oui, ça vous permettra d'avoir accès. J'aurais dû me poser la question d'ailleurs. Et puis il y a un Twitter, un Instagram, enfin voilà. Ah, il y a un Twitter? Je l'ai pas trouvé, moi. Soumaya, si, il a été créé très récemment, c'est pour ça. Ah, mais d'accord. Donc, Soumaya, pour être informé, notamment des différentes projections. Exactement. Dans les festivals et compagnie. Tout à fait. Bon. Eh bien, merci en tout cas, on lui souhaite longue vie à ce film. Merci et pourquoi pas du côté de la Croisette, hein. Tout à fait. On l'espère, ça serait bien, ça serait formidable. Une belle récompense. Terminer ta carrière cinématographique, Soraya, avec une récompense. Tout à fait. On l'espère. Je sais pas. Pour toute l'équipe, pour les réalisateurs et toute l'équipe. L'actrice, il y a quoi comme prix à Cannes? Vous vous en souvenez, les gars? Bon, il y a la palme du meilleur film. Le meilleur film. Le meilleur film. Ouais, d'accord, ok. Elle pense au collectif. Elle est collectif, c'est bien. Soraya Choumi, merci en tout cas d'être venu nous rendre visite dans le Grand Forum. Dans un instant, le zapping et petite information, quelques minutes maintenant. Gaza est donc bombardé, comme on pouvait s'y attendre au vu du missile qui a été tiré sur Tel Aviv et qui a fait des blessés. Des milliers de réservistes ont été appelés. Le Premier ministre Netanyahou est rentré en urgence dans les territoires occupés. Et Gaza est actuellement, en ce moment où nous parlons, bombardé. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum avec Osinras et Gamal Amina en ce lundi. Dans quelques minutes, le Grand Forum du sport avec Hicham Terak et Razik Metish. On va parler boxe, les gars. Comme quoi, dans cette émission, c'est formidable. On parle de tous les sujets sans transition, bien entendu. Mais pour les quelques minutes qui nous restent, un petit zapping qui va bien. C'est parti. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça veut dire... Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Pas de votre calmement, mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre étalon. Le zapping, dont le jingle est mythique, messieurs, on est d'accord. Avec, pour commencer ce zapping, Yann Moix, que vous connaissez, qui est chroniqueur dans l'émission Salutarien de Thierry Ardisson. Et il s'est payé qui samedi dans sa chronique? Eh bien Christophe Castaner, écoutez. Monsieur Castaner, Christophe, ministre de l'Intérieur, je crois, si je ne m'abuse, est allé en boîte de nuit. Abreuvé d'éthanol, la mine rosâtre et doucement bovine qu'on lui connaît et qui ressemble, rictus aidant, à celle des patubulaires géo du Club Med de Djerba, où il aurait mieux réussi sa carrière, Christophe Castaner, chemise débraillée et lippe dégoulinante, a géré la plus grosse crise sociale depuis 1968 en faisant des papouilles à une ex-collaboratrice. La France, mon cher Thierry, est à feu et à sang, mais le ministre de l'Intérieur, cuit comme un lardon, donne dans le teaser Jackie et Michel soft. Certes, il faut bien s'amuser, il vaut mieux boire un canon que le donner. Mais quand je vois Castaner, Christophe, s'approcher d'une femme traumatisée ou d'un CRS démoli, avec sa mine de derviche picoleur, semblant sortir du dernier rad ouvert, je ne peux m'empêcher d'imaginer son haleine. Elle est chargée, elle est fétide. Ah, il est chaud le Yann Moix là, il a bien chargé Castaner pour le coup. Ah, il était très bon là. Mais il se lâche Ah, il se lâche là, mais sérieux quoi. Il a un problème avec les flics apparemment, j'ai l'impression. C'est pas la première fois qu'il fait une sortie un peu dure, oui, absolument. Par rapport à Calais. Oui, absolument. Il avait fait une grosse sortie en tout cas sur Calais. Donc c'était Yann Moix dans l'émission Salut les Terriens. Mounir Majoubi, vous avez suivi la polémique? Une polémique? Oui, il y a une polémique sur Mounir Majoubi. En effet, donc c'est la polémique du week-end, côté politique. Le secrétaire d'État au numérique a-t-il financé un sondage pour y apparaître? La réponse de ce dernier au micro de Bourdin chez BFM TV ce matin, écoutez. Vous avez même financé un sondage, c'est vrai ou c'est pas? Alors ça, on peut se le dire, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que les Français savent pas, mais vous savez, les sondeurs proposent à toutes les personnalités publiques de tester leur taux de reconnaissance. Donc c'est ça que j'ai payé sur mon argent personnel, qu'on teste mon taux de reconnaissance. C'est tout. Il n'y a pas eu un sondage politique. Et c'est pour ça que ceux qui ont dit Majoubi a payé pour apparaître dans un sondage, je vous rappelle qu'on parle de la presse française. On paye pas et on n'impose pas à la presse de se mettre dans un sondage. Voilà, il dément totalement, catégoriquement, Majoubi Ossine. Il a pas payé. Il a payé si. Il a payé, il a dit. Oui, mais pas pour apparaître dans un sondage. Il a pas demandé, soi-disant. Quand on demande, soit c'est pour flatter son ego, cette demande, qui est tout à fait normale, pas de souci. Lui qui veut devenir maire de Paris.
Voilà, lui qui veut devenir maire de Paris, mais je pense que si c'était négatif, je sais pas le sondage, il a donné quoi? Le sondage, Anne Hidalgo est devant tout le monde. Hein. Ah oui, c'est ce sondage-là dont il parle. Oui, Hidalgo est devant tout le monde. Ah ouais, j'ai vu ça. Tous les candidats. Moi, j'y crois jamais au sondage, donc de toute façon, j'ai pas été sondé, j'ai jamais été sondé de ma vie, donc ni dans mon entourage. J'aimerais bien savoir qui l'est. Je pense qu'ils sont à l'intérieur des partis souvent. Moi, j'ai failli être sondé une fois. Ouais. La fille m'a posé 3 questions, mais c'est bon, vous n'êtes pas sondable. Je correspondais pas du tout à ce qu'elle cherchait. Ah oui, forcément. Trop jeune, trop vieux, enfin bref, il y a le classique. Oui, trop vieux peut-être. Moi, j'y crois pas. Il y a longtemps. Tiens, Ségolène Royal. Ah, Ségolène Royal, elle revient en ce moment. Et elle était l'invitée de Audrey Crespo-Marin ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Et elle en a profité pour faire un petit tacle à Raphaël Glucksmann, qui, vous le savez, est tête de liste aux européennes pour les socialistes. Écoutez les petits tacles à la version royale. Ségolène Royal et Raphaël Glucksmann, tête de liste du PS et de Place Publique aux européennes, dit que la gauche n'arrive plus à parler au peuple depuis 30 ans. C'est-à-dire depuis la réélection de François Mitterrand en 1988. Vous partagez son diagnostic ? Non, je pense que c'est jamais utile en politique, surtout quand on se lance pour la première fois, de jeter un regard caricatural sur les 30 ans qui se sont écoulés. Ce qu'on attend d'un candidat, c'est qu'il nous parle d'aujourd'hui et de demain. Mais bon, c'est une petite erreur de manque d'expérience, je pense. Le PS est d'ailleurs devenu tellement faible qu'il se rallie à Raphaël Glucksmann, qui n'est pas issu de son parti pour les européennes. Non, mais qui est quand même dans la mouvance. Qui est neuf, qui n'est pas issu de votre parti. C'est bien, ça prouve qu'il faut un renouvellement. Et que le PS c'est une bonne chose qu'il y ait un renouvellement. Très faible. Oui, il est très faible. C'est le moins qu'on puisse dire, en effet. La faute au quinquennat de François Hollande ? Il y a beaucoup de fautes, mais c'est au PS de faire le diagnostic de cet affaiblissement. Avec le sourire, on a l'impression qu'elle est contente de tout ce qui se passe, non? Vous trouvez pas? Elle fait la fête, oui, mais j'ai déjà eu une fois en face de moi, c'est une fausse cool, faut être très clair, c'est une vraie vénère. Et surtout, les éléphants sont devenus des dinosaures. Je sais même pas pourquoi elle parle, parce qu'elle sauve son mentor Mitterrand. Franchement, le passif, il plaide pas en sa faveur, faut être honnête. Ségolène Royal, ça t'inspire pas grand chose? Ah non, pas du tout. Moi aussi, j'ai déjà rencontré avec François Hollande, quand ils étaient mariés. Je travaillais à Carrefour Auteuil dans le 16e. Ah oui? Ils étaient à la caisse du magasin. Et elle est ignoble. Pas François Hollande, qui est du coup un peu plus humain qu'elle, mais carrément elle est capable de jeter toutes les courses sur la caissière, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est une hystérique à des moments donnés, etc. Très BCBG, très fille de militaire. Parce que le militaire de droite, précisons bien, parce que les militaires de gauche, il n'y en a pas beaucoup. Bon, eh bien voilà, c'est terminé pour vous deux, en tout cas pour aujourd'hui. Je voulais juste faire une petite, si tu me laissais quelques minutes, parce que voilà, il y a des trucs polémiques sur les réseaux sociaux en ce moment. Sur quoi? À Sarcelles, il y a quelques jours, il y a une amie à moi qui m'avait alerté d'un harcèlement qui a été subi par sa nièce en sortant de l'école, etc., par des personnes en voiture et tout ça. Et j'ai vu ce genre mais sinon que j'ai posté un message pour elle, sans citer d'origine ni rien, mais j'ai vu d'autres posts qui ont été diffusés dans toute l'Île-de-France et ailleurs, où on crie derrière une certaine communauté qu'on accuse de vol d'enfants, de vol d'organes, etc. Oui, j'ai vu passer, Donc, pour le dire clairement, c'est souvent la communauté rome qu'on accuse de ça, globalement dans toute la France. Encore une fois, le rome, sur qui on peut taper, etc. Donc, j'ai partagé un post aujourd'hui où j'ai expliqué mon mécontentement de voir tout ça. Là, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit des jeunes des quartiers, même moins jeunes, qui font des justiciers, qui vont prendre en photo des personnes d'origine rome, qui les prennent en vidéo, qui alertent la police ou qui les attrapent pour que la police vienne les embarquer en prétextant que c'était eux les coupables, etc. Je ne sais rien de toutes ces affaires-là, mais ce que je vois, je condamne juste le fait qu'on enlève leur présomption d'innocence à toutes ces personnes, qu'on les attaque en tant que Roms, on est en train de faire la chasse aux Roms dans les quartiers, etc. Ces personnes-là, elles payent de leur origine. C'est dégueulasse, on semble avoir la mémoire courte et sélective par rapport à tout ça. On est tous les jours à la crier à l'islamophobie de manière noble et digne, et c'est tout à fait normal, contre la négrophobie, contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de racisme en France. Par contre, quand c'est pour les Roms, c'est très dur de se faire entendre, c'est très dur, des fois on paraît même fou quand on veut défendre la communauté Rome. Alors là, on m'en sort plein d'arguments sur les réseaux sociaux. Oui, mais quand même, les gens, ils ont parlé, c'est eux, etc. Il y en a qui disent clairement que oui, je connais la communauté rome, j'ai travaillé avec eux, c'est des voleurs, c'est ceci, cela. Mais on se rend compte de ce qu'on dit. Travailler avec eux, c'est des voleurs. Remplacer juste ces mots par arabe, remplacer juste ces mots par musulman, c'est pas possible. Et vous dites, non, mais on n'a pas la même culture, ils vivent dans des bidonvilles, etc. Et encore là, vous avez la mémoire courte. Encore, il y a une cinquantaine d'années, nous vivions dans des bidonvilles. On nous traitait de voleurs, on nous traitait de tous les mots du français, c'était nous qui le subissions. Aujourd'hui, on a un mal-être, certes, dans notre communauté,
communauté, mais c'est pas le moment de choisir un nouvel bouc émissaire, surtout pas chez les Roms. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Écoute, j'acquiesce parfaitement, mon cher Hossein, merci beaucoup. Merci Hossein, merci Gamal, et bonne soirée à tous les deux. Dans un instant, c'est le grand forum du sport, puisque tous les lundis on fait à rallonge le grand forum du sport avec Hicham Terrak et Razik Mehti chez notre invité. Dans un instant à suivre, Rachid Alaf, on va parler de boxe avec lui. Merci d'écouter France Maghreb 2, une excellente soirée à vous, il est pile 18h. Marc Sadber pour l'actualité, bonsoir Marc. Bonsoir. Donald Trump reconnaît la souveraineté de l'État d'Israël sur le plateau du Golan. Déclaration faite à l'occasion de la visite à Washington de Benjamin Netanyahou. Le plateau du Golan est occupé par l'armée syrienne depuis la guerre des 6 jours en 1967. L'accord sur le Brexit n'a pas le soutien suffisant au Parlement. Theresa May écarte ce soir l'hypothèse d'un 3e vote sur le texte négocié entre Londres et Bruxelles. Il ne reste donc plus que 2 possibilités. Un Brexit sans accord le 12 avril prochain et un report de longue durée avec à la clé des élections générales ou un second référendum. Bataille rangée au Mans aujourd'hui entre forces de l'ordre et forains qui réclament l'autorisation de continuer à travailler en centre-ville. La mairie a dû être à nouveau évacuée comme vendredi dernier. Les manifestants ont enflammé une caravane et l'ont jetée sur la police. Stéphane Le Foll, le maire de la ville, dénonce une violence insurrectionnelle inacceptable. 16 000 voyageurs touchés par l'interruption du trafic TGV entre Paris et le sud-ouest. Une trentaine de trains sont concernés. Le trafic est bloqué depuis plusieurs heures à la suite d'une manifestation à Vendôme. Les salariés d'une papeterie en liquidation occupent les voies depuis plusieurs heures. La Monnaie de Paris lance une collection de pièces pour financer le patrimoine. Dagobert, d'Artagnan ou Louis XIV, les 23 pièces présentées aujourd'hui seront vendues entre 10 et 200 euros, avec pour chaque vente 1 euro reversé à la Fondation du patrimoine qui finance les projets de la mission de Stéphane Bern. Enfin, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la procrastination. Il n'est pas trop tard pour remettre à demain ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui. Les promoteurs de cette journée rappellent que la procrastination est une défense immunitaire face aux assauts du monde contemporain. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.